On a essayé de me voler mon nom en y inscrivant le mot folle, tout ça pour s'emparer des murs qui protégeaient mon âme. Mais ils ont oublié une chose, une maison se défend, et la mienne m'a appris comment faire s'effondrer la leur, brique par brique. Bonjour à tous, je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, et ceci est mon histoire. Une histoire de famille, de trahison, et de ce qui arrive quand ceux qui sont censés être votre port d'attache décident de vous jeter à la mer pour ne pas couler avec vous. Tout commence et tout finit ici, dans cet appartement qui est devenu mon exosquelette. C'est un petit T2 dans un vieil immeuble de la Croix-Rousse, à Lyon, un de ces bâtiments qui ont une âme. Ses murs sont ma peau, son parquet qui gémit sous mes pas était ma voix. Il respire avec moi, une odeur de cire d'abeille, de vieux papier et du souvenir de lavande de mémé Gisèle. C'était son refuge, son observatoire sur le monde. C'est devenu le mien. C'est le seul endroit où le silence n'est pas synonyme de solitude, où je ne suis pas une ébauche, une erreur, mais simplement Élise. Je n'ai pas toujours été le mouton noir. Ou peut-être que si, mais la laine était plus douce. Quand j'étais enfant, l'épicerie de mes parents sentait encore le pain frais et l'optimisme. Mais année après année, l'odeur a changé. Elle a pris le parfum de la poussière sur les conserves, du métal froid de la caisse vide et du désespoir silencieux de mon père, penché sur des chiffres qui refusaient de s'additionner correctement. Ma mère, Martine, avait un sourire qui était devenu un masque de plus en plus fin, laissant transparaître la panique. Ils avaient quand 2 enfants, Julien, le soleil, et moi, son ombre. Julien était destiné à faire briller l'affaire, à transformer la poussière en or. Il était charmant, il absorbait toute la lumière, laissant peu de place aux autres pour exister. Moi, j'étais la lune, n'existant que par le reflet que les autres voulaient bien me prêter. Mon envie de faire des études d'art après le bac a été accueillie par un soupir de ma mère, un petit son coupant comme du verre brisé. Sois réaliste, Élise. Nous n'avons pas le luxe de financer des nuages. Il faut des briques, un vrai métier. Le fossé était un abîme. Chaque Noël était une pièce de théâtre dont je connaissais la fin. Je me souviens de ce foulard en soie, acheté avec des mois d'économie, qui a paru si léger, si insignifiant dans la main de ma mère, face au poids du smartphone offert par Julien, un objet brillant payé avec l'argent invisible de la caisse. Mon cadeau était une question, le sien, une réponse. J'étais un investissement non rentable, une ligne déficitaire dans le grand livre de leur vie. Et puis, il y a 2 ans, Mémé est partie. Elle a laissé un silence que même les murs de l'appartement ne parvenaient pas à absorber, et une bombe à retardement. Chez le notaire, l'air sentait le papier ancien et les mensonges à venir. La voix de l'homme de loi était neutre quand il a lu la phrase qui allait tout faire exploser. Je lègue mon appartement situé au 15 rue du Bon Pasteur à ma petite fille, Élise Dubois, et à elle seule. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de calculs, de colère et d'une panique pure et glaciale sur le visage de ma mère. J'ai vu Julien blêmir. Ses mots ont glissé, une trahison involontaire. Mais on comptait dessus. Pour l'épicerie, ma mère lui a lancé un regard qui aurait pu tuer une plante. Puis, l'actrice est revenue sur scène. Sa main, froide, s'est posée sur la mienne. Pauvre maman, elle était si confuse. Ne t'en fais pas, chérie, on va arranger ça. Elle ne disait pas qu'elle allait m'aider, elle disait qu'elle allait corriger l'erreur de la nature qui m'avait favorisée. Les semaines suivantes furent une lente corrosion. Les appels de ma mère n'étaient plus des reproches, mais des lamentations qui se voulaient nées des armes. Sa voix, au téléphone, était une fine aiguille cherchant une veine. Ton père ne dort plus. Le fournisseur menace. Et enfin, la suggestion, lourde comme une pierre. Cet appartement, Élise, tu ne voudrais pas être la cause de notre ruine, n'est-ce pas? C'était du chantage enveloppé dans du souci, le poison dans la cuillère de miel. Non, maman, c'est chez moi, ai-je répété, m'accrochant à ces mots comme à une bouée. Hier soir, ils sont venus, sans prévenir. Leurs visages n'étaient plus suppliants. Ils étaient durs comme la pierre dont on fait les tombes. Ils sont entrés, et l'air de l'appartement est devenu mince, difficile à respirer. Le parfum de ma mère, floral et agressif, a déclaré la guerre à la lavande de Mémé. Il faut que tu nous le cèdes, a dit ma mère, sans préambule. Non? Son regard est devenu clinique. Je vois. Tu es tellement perdu dans ton monde que tu ne vois même pas que ta famille bas se noie. C'est peut-être un symptôme, ton isolement, ton refus de la réalité. Je m'inquiète, vraiment, on va t'aider.
que tu le veuilles en étais ou non. Cette dernière phrase n'était pas une menace, c'était un diagnostic. C'était la première pelletée de terre sur le cercueil de mon identité. Ils sont partis, et le mot qu'ils n'avaient pas prononcé, folle, est resté en suspens dans l'air, vibrant comme une corde de violon trop tendue. Cette nuit-là, le sommeil était un pays étranger. J'ai cherché Mémé dans ses affaires, essayant de retrouver sa force. Dans l'armoire, derrière les draps dont l'odeur était une étreinte fantôme, j'ai trouvé la vieille boîte à biscuits. À l'intérieur, le petit carnet noir. Son journal. J'ai lu sa dernière écriture lisible, une écriture de fin de vie, tremblante mais déterminée. 12 mai. Martine est passée. Encore pour l'argent, elle dit que les affaires là sont dures. Je lui ai dit non, j'ai déjà fait cette erreur une fois, il y a des années, une grosse somme que je n'ai jamais revue. Mon seul patrimoine restant sera pour Élise. Elle est devenue si froide. J'espère seulement qu'elle aura la force de défendre ce refuge. Un prêt. Une erreur passée. Ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas une solution magique sortie d'une boîte. C'était une écharpe de métal dans le brouillard de ma peur. Mémé ne m'avait pas laissé un bouclier, mais une épée. C'était à moi d'apprendre à la manier. La porte s'est refermée sur eux, et le clic du verrou a été le seul son dans l'univers. Puis, le silence est retombé, lourd, poisseux, un silence qui n'était pas l'absence de bruit, mais une présence. L'air de l'appartement était souillé, empesté par le parfum floral et conquérant de ma mère. J'ai posé ma main sur le mur et je l'ai senti vibrer, ou peut-être était-ce moi. Ils allaient essayer de me faire passer pour folle. Le mot flottait dans la pièce, invisible mais tangible. Folle. Une partie de moi, une petite voix perfide et terrifiée se demandait « et s'ils avaient une raison ?» Et si cette vie silencieuse, ce refuge entre quatre murs, n'était qu'une prison que je m'étais moi-même construite? Le doute était un poison lent. J'ai regardé le journal de Mémé sur la table, un phare lointain dans la tempête. Une piste. Mais une piste ne suffit pas pour traverser un océan de mensonges. Leur guerre a commencé sans bruit, une guerre d'usure psychologique. J'ai croisé Madame Fournier sur le palier, et son regard, habituellement neutre, était maintenant couvert d'un vernis de pitié épaisse. « Ma petite Élise » a-t-elle dit, sa main ridée se posant sur mon bras avec une familiarité déplacée. « Votre maman est passée. Elle est si malheureuse pour vous. » Chaque mot était une brique de plus au mur de ma prétendue folie. Ils me peignaient comme une créature de l'ombre, une chose brisée, pour mieux justifier leur mainmise. L'appel du docteur Moreau, notre vieux médecin de famille, a suivi. Sa voix était faussement joviale, comme celle d'un dentiste avant une extraction. « Élise, c'est votre mère qui m'appelle. Elle est très inquiète. Elle dit que vous ne sortez plus, que vous ne vous alimentez pas correctement. » Mes habitudes frugales, ma nature solitaire, tout était tordu, réinterprété, transformé en symptômes. Ma mère tissait autour de moi une chrysalide, non pas pour que j'éclose, mais pour que j'étouffe. La peur était une marée montante. Mais à chaque fois que je sentais la panique me submerger, je m'asseyais dans le vieux fauteuil de Mémé, je fermais les yeux et j'essayais de respirer son courage. Elle n'aurait pas abandonné. J'ai donc fait la seule chose logique, j'ai pris rendez-vous avec Maître Perrin, le notaire. Son cabinet sentait le cuir et la loi, un arôme stable qui contrastait avec le chaos de ma vie. Je lui ai montré le journal. Il a lu, ses sourcils froncés. « C'est une indication, a-t-il dit, sa voix posée ne laissant aucune place à l'illusion. Mais ce n'est pas une preuve. Pour contrer une machine pareille, il nous faut du béton, des faits. Votre grand-mère était une femme méthodique. C'est souvent dans la paperasse, dans les archives les plus ennuyeuses, qu'on trouve des trésors. » Ce soir-là, j'ai commencé mes fouilles. J'ai transformé le salon en un chantier archéologique. J'excavais une vie. Chaque chemise cartonnée que j'ouvrais libérait une odeur de papier sec, le fantôme d'une époque. Ce n'était pas seulement de l'administratif, c'était une vie. Je suis tombée sur un ticket de cinéma pour Le Roi Lion, datant de 1994. Un souvenir a jailli, si vif qu'il en était douloureux. Mon père, m'achetant une glace après la séance, son sourire simple et sincère, un bref instant de chaleur dans une enfance de plus en plus froide. Cette étincelle de bonheur passé rendait le présent encore plus sombre. Le deuil n'était pas seulement celui de ma grand-mère, mais celui de la famille que nous n'avions jamais vraiment été. Pendant ce temps, l'étau se resserrait. Un soir, Julien est venu, seul. Le vernis du garçon en or avait craqué. Il avait le teint cireux de quelqu'un qui ne dort pas. « Élise, s'il te plaît » a-t-il plaidé.
La banque nous a mis un ultimatum. 3 mois. Après ça, ils saisissent tout. L'épicerie, la maison, tout. Pense à papa, pense à maman. Et toi, ai-je demandé, ma voix si froide qu'elle me surprit moi-même. As-tu pensé à moi quand tu as décidé de m'aider à me faire interner? Il a baissé les yeux, lâche. C'était l'idée de maman, la seule façon. 2 jours plus tard, la lettre est arrivée. Recommandée. Le papier était d'un blanc clinique, les mots en noir formaient une langue étrangère conçue pour désarmer, mise en demeure, expertise psychiatrique, juge des tutelles. La menace était maintenant officielle, couchée sur le papier, réelle. C'est cette nuit-là, alors que je sombrais dans le désespoir, que je l'ai trouvée. La preuve n'était pas une lettre d'amour ou une confession. Elle se cachait dans un dossier fiscal d'il y a 7 ans. Une déclaration de Mémé justifiant une diminution de son épargne par un don manuel de 15 000 € à sa fille, Martine. Juste à côté, le relevé de compte correspondant, montrant le virement, un don manuel, imposable. Et ma mère, je le savais pour l'avoir entendu s'en vanter lors d'un repas de famille, n'avait jamais rien déclaré de tel au fisc. Mémé n'avait pas laissé de mots doux. Elle avait laissé une trace, une bombe fiscale, à retardement. J'ai senti un déclic dans ma tête, un son froid et métallique. Ce n'était pas de la joie, c'était le son d'une arme qu'on charge. La peur ne s'était pas envolée, elle s'était transformée en autre chose, une énergie nouvelle, glaciale et précise. J'ai attrapé mon téléphone et ma voix, quand j'ai appelé Maître Perrin, était stable comme la pierre. Maître, c'est Élise Dubois. Je crois que j'ai trouvé une torpille. La voix de Maître Perrin au téléphone était d'un calme qui contrastait avec le chaos dans ma tête. Un don manuel non déclaré, mademoiselle Dubois, a-t-il dit après que je lui ai expliqué ma découverte. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est une affaire avec le fisc. C'est une arme bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Nous n'allons pas attendre leur attaque, nous allons les mettre face à leurs responsabilités. La médiation a eu lieu dans la même salle de réunion impersonnelle, mais cette fois, l'air n'était pas seulement tendu, il était lourd de conséquences. Ma mère, Martine, avait retrouvé son assurance, persuadée que sa plainte pour mon instabilité mentale était solide. Julien, à ses côtés, avait l'air d'un soldat suivant les ordres, le visage fermé. Leur avocat a commencé son discours, un laïus bien rodé sur ma fragilité psychologique et mon refus pathologique de la réalité. J'ai écouté sans l'interrompre. Maître Perrin m'avait dit de les laisser construire leur propre piège. Quand l'avocat a eu fini, Perrin a pris la parole, sa voix posée tranchant avec l'envolée lyrique de son confrère. Maître, merci pour ce portrait clinique. Cependant, nous ne sommes pas ici pour débattre de la santé mentale de ma cliente, qui est excellente, mais pour discuter de faits concrets. Nous avons ici la preuve d'un don manuel de 15 000 € de Madame Gisèle Dubois à sa fille Martine il y a 7 ans. Il a posé la copie de la déclaration fiscale de Mémé sur la table. L'avocat de ma mère l'a regardé avec dédain. Un don familial, et alors? Alors, a poursuivi Maître Perrin, un tel don doit être déclaré aux services fiscaux, ce qui, après vérification, n'a jamais été fait. Cela s'appelle une fraude fiscale. Les conséquences sont un redressement, des pénalités de retard qui peuvent atteindre 80% et potentiellement une plainte au pénal. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Elle a balbutié. C'était un arrangement privé, pour aider l'entreprise familiale. Maître Perrin a hoché la tête, puis a tourné son regard perçant vers mon frère. Monsieur Julien Dubois, vous étiez déjà impliqué dans l'épicerie à l'époque. Vous pouvez donc confirmer que ces 15 000 € ont bien été injectés dans les comptes de l'entreprise pour un investissement, comme l'avait noté votre grand-mère? Tous les regards se sont tournés vers Julien. Mon père, qui était venu en soutien silencieux, le regardait avec attente. Ma mère le fixait, lui ordonnant silencieusement de confirmer, de mentir, de sauver la situation. C'était son fils en or, son champion. Il allait trouver une solution. Julien a commencé à transpirer. Il s'est agité sur sa chaise. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. La pression était trop forte. Son assurance s'est fissurée, puis brisée en 1000 morceaux. L'argent, a-t-il commencé, sa voix étranglée. Il n'est jamais arrivé à l'épicerie. Ma mère l'a fusillé du regard. Qu'est-ce que tu racontes, Julien? J'ai eu des problèmes, a-t-il avoué, en me regardant pour la première fois, non pas avec mépris, mais avec la panique d'un animal piégé. Je pensais pouvoir le faire fructifier, un placement, un truc rapide, mais j'ai tout perdu. Tout.
J'ai dit à maman que l'investissement n'avait pas marché, mais la vérité, c'est que j'ai tout gâché avant même de commencer. Le silence qui a suivi fut la chose la plus violente que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas seulement la perte de l'argent, c'était l'effondrement d'un mythe. Julien, le fils prodige, le successeur, était un incapable qui avait dilapidé l'argent de la grand-mère et menti pendant des années. Mon père a baissé la tête, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 secondes. Le regard de ma mère pour son fils n'était plus de l'amour, mais une horreur mêlée de dégoût. L'idole était tombée de son piédestal et elle avait tout détruit sur son passage. La médiation était finie. Ils n'avaient plus aucune arme. Face à la menace du fisc et à la révélation de leur ruine interne, ils ont tout abandonné. Un accord a été signé. La plainte pour la curatelle a été retirée. Pour éviter le redressement fiscal, ils ont été contraints de vendre l'épicerie en urgence, à perte. Le produit de la vente a servi à régler une partie de la dette morale envers moi. Nous nous sommes mis d'accord sur une compensation pour clore le dossier et à payer leurs autres créanciers. Ils ont perdu leur commerce, leur réputation et leur fierté. Aujourd'hui, 1 an a passé. L'appartement de la Croix-Rousse est toujours mon refuge. La victoire n'a pas eu le goût sucré du triomphe, mais celui, un peu amer, de la survie. J'ai repris mes études d'art en cours du soir, financées par la compensation qu'ils m'ont versée. Ce n'est pas facile, mais c'est à moi, c'est ma construction. Je n'ai plus de contact avec eux. J'ai appris qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement en banlieue. Le mois dernier, j'ai reçu un texto de ma mère. Un seul. J'espère que tu es contente. Tu as détruit cette famille. Je l'ai lu, et pour la première fois, ces mots n'ont eu aucun effet sur moi. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste refusé d'être la dernière pierre qu'ils sacrifiaient pour maintenir debout leur édifice en ruine. Les murs de cet appartement ne sont pas seulement un héritage, ils sont la preuve que même la personne la plus silencieuse peut trouver sa voie quand on essaie de lui prendre son seul endroit sûr au monde.